150 qui est connu notamment pour avoir été malheureusement la voiture dans laquelle James Dean a succombé à un accident de voiture. Il en avait 3 d'ailleurs à l'origine et parmi les 3 voitures dont il était propriétaire, une des voitures, une des 550 dont il était propriétaire est présente ce week-end sur le circuit de la Sarthe pour ce week-end du Mans classique. Grand soleil et la grille de départ donc qui défile sur vos écrans pendant que les voitures sont en train d'accomplir leur tour de formation derrière une Porsche, bien évidemment. Alors là, c'est ok, c'est une course, mais c'est surtout une démonstration, c'est une parade, c'est un hommage auquel on va assister pendant les 45 prochaines minutes à 70 ans d'histoire, 70 ans de la marque Porsche donc, qui sont représentés ici. Porsche et Le Mans, ça va ensemble, hein. Le Mans et Porsche, c'est quasiment indissociable. Il y a le virage Porsche au Mans. Et les deux histoires se confondent depuis le début de l'un et de l'autre, enfin surtout de l'arrivée de Porsche en 1951. Vous voyez 30 degrés dans l'air, 39 déjà sur la piste. Ce sont des conditions tout à fait estivales qui sévissent sur la Sarthe aujourd'hui. J'espère qu'il en ira également de même demain. C'est un départ lancé auquel on va assister avec évidemment là une grille qui mêle des voitures de toutes époques, toutes motorisations, toutes séries confondues des Porsche. Donc forcément il va y avoir des dépassements dans cette grande ligne de Porsche qui se présente maintenant sur la ligne droite des Hunaudières, avec, il suffisait de le dire, un nuage qui nous cachait la chicane. Le public qui est là, nombreux, qui est là sur les tribunes, qui est là sur les terre-pleins, qui est là dans le village pour visiter, pour assister à cet incroyable événement qui est le Mans Classique, organisé tous les 2 ans par Peter Auto, la société de Patrick Peter. C'est la 9e édition ce week-end. Et donc on avait ce matin un hommage à la marque Jaguar. Cet après-midi, c'est un hommage à la marque Porsche qui, faut-il le rappeler, détient le record absolu de victoires aux 24 heures du Mans avec 19 succès. Et alors sur la liste des engagés, Marc, si on observe un petit peu les noms qui nous sont proposés, on a parlé d'Evan Sievenard qui s'est illustré déjà sur le circuit des 24 heures du Mans, mais sur 2 roues et en vélo, puisque c'est lui qui détient le record de la distance parcourue en 24 heures à vélo. D'ailleurs, il avait effectué les 24 heures du Mans vélo tout seul, alors que toutes les autres équipes concourait à plusieurs, à 3 ou 5 cyclistes. Evans a couvert la distance seul et c'est lui qui est encore le détenteur du record de distance, si je ne m'abuse, homologué sur 24 heures sur le circuit des 24 heures. Et puis on a d'autres noms qui sont bien connus. On a une nouvelle réassociation, on va dire, de Gérard Lagrousse et on voit sur la liste des engagés également que Didier Calmels est présent. De même, il me semble que son fils Gauthier, qui est sur une autre voiture. On a encore des habitués, Damien Colère, des habitués comme Jean-Marc Bussolini aussi, habitués des courses organisées par Patrick Peter, des courses historiques. Et puis voilà, d'autres noms qui viennent enrichir la liste des engagés et des pilotes assez rapides en tête de course, encore une fois. On le disait ce matin, de philosophie, le fait de participer, de se faire plaisir d'un côté, et de l'autre quand même, en tout cas pour les pilotes qui occupent les 5 premières lignes de la grille de départ avec des Porsche 911 assez performantes, eh bien la possibilité d'aller chercher une petite victoire sympathique sur le grand circuit des 24 heures du Mans. La présence de Raymond Narac en pole position n'est sans doute pas un hasard pour représenter cette philosophie de compétition historique qui passe également par la petite image que vous avez vue sur la droite avec cette Porsche numéro 6 d'Andrew Smith qui malheureusement n'ira pas au bout de son rêve puisque même avant que ça ait commencé, il doit se retirer sur la pointe des pneus. Ça fume aussi du côté de cette voiture qui vient passer le virage d'Arnage. Et on a du mal à déterminer si c'est une fumée qui sort des échappements ou si c'est un pneumatique qui frotterait contre la carrosserie en raison d'un petit contact précédemment. Oui, mais si on en juge par la trace que la voiture semble laisser, c'est plus mécanique dans la régie télé. Oui, absolument. La régie télé dirigée par Olivier Denis. Avec, me semble-t-il, 16 caméras autour du circuit. Alors c'est la première fois que, c'est vrai, l'ensemble du circuit des 24 heures est couvert par le Mans Classique
avec ses 16 caméras, mais si vous calculez bien quand même, 16 caméras pour 14 km, ça fait quasiment une caméra par kilomètre. Ça n'est pas obligatoirement suffisant pour couvrir dans le détail l'ensemble du circuit. C'est pour ça que de temps en temps, nous allons faire des ellipses pour parer à ce petit trou dans la raquette. Voilà. Mais on retrouvera la bataille dans l'immédiat et ça nous permettra quand même de réussir à suivre au plus près ces compétitions qui disposent, c'est vrai, d'une configuration inédite en termes de couverture ce week-end, une première pour Le Mans Classique en cette 9e édition millésime 2018. Oh, bah, donc, c'est une deuxième voiture qui s'arrête. Ah bah, c'était celle qui fumait manifestement. Oui, vous voyez le capot arrière, le capot moteur qui était ouvert, qui a été soulevé. Il s'est rangé sur un échappatoire. La chaleur peut-être, Marc, hein, on frôle les 30 degrés à l'extérieur. Sur le circuit, on doit être aux alentours des 45 degrés sur la piste, sur le tarmac. Et c'est vrai que les mécaniques sont au contact, on va dire, direct quasiment de l'asphalte qui fait remonter la chaleur. Alors peut-être une petite défaillance, effectivement, côté refroidissement pour ces voitures qui ne prendront pas le départ de la course. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on va effectuer un deuxième tour sous safety car. Absolument. Oui, c'est une grand-mère de 1973 qui a eu un petit coup de chaud dans ce tour de formation et qui donc a dû s'arrêter. On le revoit ici, cette numéro 67. Oui, il va probablement le tour de formation supplémentaire et pour permettre au commissaire de mettre du produit. Oui, ça ressemble à un joint, donc c'est pas une fumée qui a un point d'émanation précis, c'est une fumée globale dans le compartiment moteur, donc vraisemblablement une fuite ou un joint qui provoquerait cette fumée à l'intérieur du compartiment moteur de cette Porsche. Ouais, et évidemment donc beaucoup de travail pour sécuriser en amont de l'arrêt de cette voiture. Et 900 commissaires qui travaillent ce week-end autour du circuit des 13 km 6 du circuit des 24 heures du Mans et auxquels il faut rendre de nouveaux hommages et qui vont devoir intervenir. Ils sont intervenus déjà pas mal ce matin sur les Jaguars et les groupes C. On va voir ce qu'il en est cet après-midi. Confirmation qu'il y a bien de l'huile sur la piste et que les commissaires vont devoir la nettoyer pour permettre aux voitures d'évoluer en toute sécurité. C'était donc la 67 Christian Cardao, un Français qui pilote une 911 Carrera RSR 2,8 litres de 1973. Alors on avait annoncé au départ de cette course des 70 ans de Porsche. 70 Porsche, il y en a même plus que ça puisqu'on a, il me semble, 38 lignes sur la grille de départ. Donc un plateau bien fourni, bien représenté également au niveau de la marque allemande. Cette petite 356 cabriolet qui s'arrête à son tour au stand est peut-être elle aussi victime de surchauffe. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour les yeux de découvrir et de redécouvrir ces voitures dont la ligne n'a presque pas vieilli. Le coup de stylo originel est toujours présent, même sur les voitures modernes qui font l'actualité aujourd'hui. Même si après quelques petits appendices, quelques petites modifications les maintiennent dans le trend du design d'aujourd'hui. C'est vrai que la philosophie générale a été respectée. Ça ne ressemble pas à une Porsche, ça, hein, pas franchement. Pour répondre au graphique que nous venons de voir. Elle se met en place pour la suite peut-être. Mais effectivement, elle ne va pas participer. D'ailleurs, vous voyez, on parlait de la ligne des Porsche modernes. On voit que le safety car du championnat du monde d'endurance et des 24 heures du Mans qui mène le cortège de ces plus de 70 Porsche ne fait pas tâche au milieu de ces voitures et que la philosophie générale de la ligne de la 911 et de ses devancières est bien respectée, même si on aperçoit au milieu de ce peloton également d'autres voitures, les 908 notamment, qui évidemment, ou la 550 qui évidemment, même si elle respecte elle aussi dans la forme générale l'esprit de la marque,
sont plus typés barquette, plus typés prototype que Grand Tourisme. On arrive au bout de cette ligne droite des Hunaudière, toujours sous safety car. Bientôt le virage de Mulsanne. Alors les Hunaudière, on vous l'a dit ce matin, si vous étiez avec nous, on a gardé les 2 chicanes. Certes, on fait rouler des voitures qui retracent toute l'histoire des 24 heures du Mans depuis 1923. À l'époque, il n'y avait pas ces fameuses chicanes dans la ligne droite. Elles sont gardées évidemment aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Il n'était pas envisageable de changer la configuration du tracé de toute façon. Oui, il faut rappeler, vous le disiez ce matin également Marc, que c'est toujours une WM qui tient le record dans la ligne droite des Hunaudière. C'est une voiture historique aujourd'hui et peut-être sans trop forcer, on arrivera à atteindre des vitesses de 300 et presque 50 km/h avec ce genre de voiture, en laissant la ligne droite dans sa configuration ancienne. Donc c'est vrai que pour casser un peu la vitesse de ces voitures qui sont quand même impressionnantes en termes de performance, on parle bien sûr des groupes C ou des Le Mans Legends qui roulent sur le circuit depuis ce matin. Eh bien, il vaut mieux préserver les chicanes et ainsi la sécurité de tout le monde. Cet après-midi, vous n'oubliez pas, hein, vous allez voir les différents plateaux, proprement dit, du Mans classique qui vont évoluer ici sur la piste. Le plateau 1, on appelle ça des plateaux parce que c'est pour répartir les voitures en fonction des années de compétition. 1923, c'est-à-dire la première édition des 24 heures, jusqu'à 1939, et évidemment le deuxième conflit mondial. Le plateau 2, c'est 49-56, 49 parce que c'est pas parce que la guerre s'était achevée que l'économie était relancée et que la compétition automobile avait repris. Il a fallu quelques années, effectivement. Et oui, notamment ici au Mans, on avait pris tout ce qui était métallique, par exemple dans les tribunes, tout ce qui était disponible pour être utilisé et être fondu pour avoir une utilisation militaire, par exemple, ou autre, en tout cas pas pour le plaisir, le loisir des spectateurs. Donc 49-56 pour le plateau 2, c'est là qu'on verra apparaître des noms comme Ferrari par exemple, qui avait gagné cette première édition en 49, on en reparlera. Plateau 3 un petit peu plus tard dans l'après-midi, aux alentours de 19h, avec les années 62-65, notamment la Ferrari que vous verrez s'illustrer et arriver à cette époque-là aux 24 heures du Mans. Ensuite 66-71, ça sera le plateau 5. On retracera évidemment la guerre Ford-Ferrari pendant cette époque-là. 4 années de domination au Ford. Ford qui veut racheter Ferrari, Ferrari qui contre-attaque, l'édition du siècle, etc., etc. Et puis le plateau 5, 72 à 1981. 72, évidemment, vous pensez immédiatement à Matra. Et vous avez bien raison. Et il y en a. Il y en a ce week-end. À voir et à entendre. Oui, en plus. Alors ça c'est bien. J'espère que vous pouvez monter le son sur votre ordinateur ou votre télé et profiter des différentes sonorités que vont vous offrir ces courses, ces démonstrations, ces plateaux tout au long du week-end, parce qu'il y a de quoi effectivement se régaler. Notamment ici avec les 4-6 des Porsche, dans les virages Porsche. Donc on est un peu au ralenti, on est sous safety car. Mais il ne doit pas y avoir beaucoup de constructeurs automobiles sur des circuits d'importance dans le monde qui ont des virages à leur nom. C'est pas faux, il y a les virages Ford aussi un peu plus loin, donc ça rend hommage effectivement, mais tout rend hommage ici à l'histoire de la course qui s'est déroulée sur ce circuit depuis 1923. C'est vrai que les constructeurs sont aussi à l'honneur, les pilotes le sont, puisqu'il y a un club des pilotes aux 24 heures du Mans avec bien toutes les générations représentées, mais il y a aussi des hommages constants et permanents aux constructeurs qui ont fait cette course. Porsche évidemment est un petit peu au sommet de cette hiérarchie, mais on sait que Audi a récemment marqué l'histoire des 24 heures avec ses multiples victoires. Et on pensera aussi depuis maintenant un peu plus d'un mois à Toyota qui a réussi à remporter sa victoire. On va voir aussi tout au long de ce week-end et de ces retransmissions quelques exemples de Toyota qui ont
échoué à la conquête de la victoire aux 24 heures du Mans. On peut les qualifier comme ça maintenant qu'une a réussi. Mais ce qui n'empêche pas évidemment de jeter un coup d'œil un petit peu plus prononcé dans le rétroviseur au fil du déroulement de cette course de Porsche entièrement dédiée aux 70 ans de Porsche, avec cette 550 Dorlight MK3 pilotée par Albert Otten. Petite barquette, vous l'avez vu, qui dispose d'un 4 cylindres à plat. Est-ce vraiment une surprise? D'un petit peu moins de 1500 cm3. Genre de voiture, on le disait, qui tranche avec la ligne générale de la 911 que l'on sait traditionnelle chez Porsche, mais qui est également très réussi. Comme quoi sortir des sentiers battus permet aussi aux constructeurs de se renouveler et de proposer de nouvelles alternatives à une tradition bien ancrée, comme vous le voyez avec Xavier Decher et cette Porsche 356. On en parlait tout à l'heure en ouverture de programme. Cette voiture qui est aux couleurs d'Eva Perón et qui a participé récemment à la Carrera Panamericana, la course qui traverse l'Amérique du Sud, on va dire. Ouais. Et le pilote nous avait expliqué qu'il avait voulu rendre hommage tout simplement à la culture du pays, à des pays qu'il traversait. Et donc il avait décidé de mettre sa voiture en hommage aussi à une voiture qui avait déjà participé à la Carrera quelques années auparavant et qui portait ses couleurs. Donc voilà, une boucle bouclée en quelque sorte pour cette Porsche 356. Que vous avez peut-être aperçu également en février à Rétromobile, puisqu'elle était exposée sur ce grand salon parisien de l'automobile de collection. On est toujours sous safety car. Le chrono vient de passer à 45 minutes. Et pour l'instant, safety car qui est devant une Porsche et derrière une BM, hein, vous l'avez vu. On a toujours Raymond Narac, évidemment, avec sa numéro 70, qui est là. Une Carrera RS 3 litres de 1974. C'est la blanche là juste derrière le safety car. Et puis à ses côtés, cette numéro 5, qui est une 908 LH de 1968. Il fallait du courage pour piloter ces voitures en course. Là, encore, ça n'est que une 908, mais quand les pilotes sont passés à la 917, puis la 917 longue queue, un Romain Dumas qui a roulé avec une 917 ici, a tiré vraiment un grand coup de chapeau à ses devanciers qui, eux, l'a piloté en compétition. En plus, lui, il l'a fait en démonstration. Il dit que franchement, il fallait être extrêmement courageux et optimiste pour rouler avec ces voitures. C'était encore une époque où l'électronique n'était pas là pour assister le pilote et où donc tout se faisait manuellement. Déjà, on en parlait aussi tout à l'heure, Marc, on disputait les 24 heures du Mans à 2. Oui, c'est rarement à 3. Donc dans ces circonstances, le manque de sommeil, la fatigue physique s'additionnaient pour faire qu'au terme des 24 heures, les pilotes étaient complètement exténués. Et quand vous pensez en plus que toutes les commandes donc étaient mécaniques, que ce soit au niveau des pédales et au niveau du levier de vitesse et du volant sans assistance, eh ben, on pouvait imaginer le courage. Et en plus, avec le risque physique qui existe beaucoup moins aujourd'hui parce qu'on a énormément travaillé sur la sécurité, le risque physique lié au fait notamment que les voitures étaient en métal. Aujourd'hui, elles sont en matériaux composites, carbone et autres, ce qui fait que l'absorption des chocs, la déformation, même la rupture du matériau a très peu de chances, en tout cas moins de chances de provoquer des blessures, des dommages sur le pilote. À l'époque, le métal, c'était évidemment un facteur aggravant, on va dire, en cas de choc et de contact. Oui, et puis vous aviez un réservoir d'essence en aluminium juste derrière le côté du pilote. Vous aviez le tuyau d'essence d'alimentation qui pouvait vous passer dans les pieds. Vous n'aviez pas la direction assistée, effectivement. Le débrayage, l'embrayage devait se faire systématiquement avec une boîte extrêmement dure à manier.
L'accélérateur, c'était un véritable bout de bois. Les freins aussi, on peut le dire. Hein, il fallait donner des coups de pied dans les freins pour ralentir. S'arrêter, c'était peut-être un grand mot. Ralentir, peut-être. Hein. Mais quoi qu'il arrive, on va pouvoir peut-être s'en rendre compte dans les minutes qui viennent, puisque le safety car est annoncé rentrant à l'issue de ce tour. Alors, pour les plus modernes de ces Porsche 911, on est un petit peu plus dans le confort, mais c'est vrai que sur les petits prototypes comme les 550 ou les 906, on est plutôt dans la difficulté. Un facteur aussi aggravant, entre guillemets, c'est que quand on se trouve assis sur une planche au ras du sol, la sensation de vitesse est évidemment beaucoup plus importante. Et puis, parlons aussi de la douleur d'être assis pendant un certain temps dans la position de pilotage, parfois les pieds devant comme en monoplace. Où on arrive au fil du temps, quand on pilote à deux et qu'on fait des longs relais, double ou triple relais, à avoir des crampes et à avoir des douleurs de position. À bord de ces voitures, on peut quasiment pas bouger. Hein. Une fois qu'on est sanglé dans son siège, on a très peu de latitude de mouvement. Alors le safety car, vous avez vu qu'il va rentrer dans ce tour. Il y a 2 safety cars. Hein. Il y a tellement de voitures en piste. Que voilà, la Porsche là de tête qui emmène le paquet de tête à éteindre sa rampe de phare. Elle va donc prendre le dernier virage et s'effacer au tout dernier moment. Et on va lancer cette meute qui est en train d'accélérer pour entamer la ligne droite. Voilà, 40 minutes de course donc. C'est parti véritablement maintenant pour ce Porsche Classic Race Le Mans. Un changement de leader au passage de la ligne de chronométrage, puisque c'est qu'à partir de cet endroit qu'on pouvait doubler. Evan Stevenard vient de dépasser Raymond Narac pour le gain de la première place. Bon, c'est vrai qu'on pouvait se douter que sa voiture aurait un peu plus de facilité à s'extirper du virage du raccordement. Allez, ils peuvent se lâcher. Les pilotes de cette course de démonstration pour célébrer les 70 ans de Porsche. Tiens, regardez, en revanche, Raymond Narac est revenu. Dès que ça tourne un peu plus, exactement. On est moins à l'aise et le châssis de la 911 peut peut-être être un petit peu plus à son aise dans ce type de configuration de piste. La gare ici entre Camilo Steuer et Marc de Ziebenthal pour la 4e et la 5e place de cette course Porsche. Alors voilà, là dans la ligne droite, théoriquement Evan Stevenard devrait reprendre ses aises. Et derrière, Maxence Maurice est côte revenu, à côte. Effectivement, aux côtés de Raymond Narac pour la 2e place du classement. Il est sage. C'est que le début de la course, on a encore 38 minutes à faire. S'il se sent en mesure de doubler, il aurait plutôt intérêt à modérer son ardeur, à rester dans le sillage de Narac et éventuellement patienter pour porter une attaque qui sera peut-être plus définitive, parce que à partir du moment où il va passer devant, ça va laisser la possibilité à Narac de calquer sa course et puis de faire la même chose dans son sillage dans les minutes qui viennent. Voici le 2e paquet qui a été lâché donc par le 2e safety car qui aborde maintenant aussi cette ligne droite des Hunaudières. Attention, le pare-choc arrière de la numéro 79 de Paul Daniels, le Britannique. Voiture qui date de 1973. Et son pare-choc peut-être lors d'une touchette. Attention, à 3, c'était difficile de passer, mais c'est passé. Peut-être une touchette au freinage qui a entraîné le décrochage de ce pare-choc à l'arrière droit de cette voiture de Paul Daniels. Petite 904 là qui est impliquée dans ces bagarres. On retrouve le 2e et 3e de cette course. Donc Raymond Narac était parti en pole position et Maxence Maurice qui se retrouvent tous les deux en confrontation directe derrière le leader qui est en train petit à petit de creuser un écart confortable aux alentours de 3 secondes et demie, 4 secondes maintenant pour la Porsche 908 LH de 1968 d'Evan Stevenard. Derrière les deux 911, une 2,8 litres et une 3 litres
sont en train de s'expliquer pour la deuxième position. Avec des pilotes qui sont relativement chevronnés et qui vont peut-être réussir à pousser leur mécanique dans leur dernier retranchement pour faire la différence. Pour l'instant, l'avantage est au plus expérimenté des deux, on va dire, hein, sur ce circuit en tout cas. Grand circuit des 24 heures du Mans dans son développement intégral. En laissant prudent hein, sur la réaccélération dans les portions qui sont encore un petit peu glissantes. Vous voyez les drapeaux jaunes et rouges là-bas. Et voilà une zone signalée. C'est la zone 16 sur le circuit. Avec cette KRS 3 litres de 74 qui est en difficulté. Arrêtée derrière une pile de pneus d'une des chicanes, la deuxième chicane du circuit. Vous voyez les drapeaux encore présents, hein, bien sûr, et la réaccélération. Attention à ne pas se faire piéger. Ils sont tous bien au courant du pilotage d'une Porsche et de ses roues arrière motrices. Le fameux tout à l'arrière, si délicat à piloter pour les non-initiés. Voilà, vous les voyez qui font bien attention. Le safety car était passé dessus pour disperser un petit peu avant de s'éclipser le produit absorbant et l'huile. Mais bien évidemment, avec les voitures de course, on fait bien attention à éviter ces portions. Evan Stevenard toujours devant, mais qui ne s'envole pas devant Raymond Larac. Non, ils sont en train même de rattraper les premiers retardataires de la course. Ça va donc peut-être ajouter un petit peu de piment dans cette bagarre qui est en train de s'effilocher un petit peu, parce que là justement à l'avantage du dépassement de ces retardataires, Narak a été peut-être un petit peu plus visionnaire dans la gestion du trafic et ça lui a permis de se rapprocher de la Porsche de tête pilotée par Evan Stevenard, même si on sait que dans ce secteur c'était également le cas tout à l'heure sans trafic, et que dès que l'accélération de la Porsche 908 a pu faire la différence, et bien Stevenard s'est de nouveau envolé avec une poignée de secondes supplémentaires d'avantage. Mais regardez, ça n'est pas si évident ici dans le trafic, et peut-être que le métier de Raymond Narac va parler. Voilà. Il vient de prendre la tête, le pilote normand, à bord de sa Porsche 911 numéro 70. Alors, est-ce que Evan Stevenard réplique immédiatement grâce à la puissance de son 8 cylindres? 8 cylindres à plat hein, sur cette voiture de 3 litres de cylindrée. Voilà, évidemment, il s'est imposé. Mais oui, c'est important ce que vous soulignez à l'instant, Frédéric, la science de Raymond Larac sur ce circuit, qu'il pourrait parcourir les yeux fermés. Et dans le trafic, il a saisi la première opportunité qui se présentait. Mais on se rend compte d'ailleurs, même dans l'endurance moderne aujourd'hui, que c'est une des clés, la gestion du trafic, et le fait d'avoir suffisamment de métiers pour arriver à anticiper ce que vont faire les autres devant et se placer au bon endroit, même 2 ou 3 virages avant d'attaquer véritablement son adversaire. Se rendre compte par exemple que lors d'un dépassement de retardataire, lui risque d'être bloqué en prenant l'intérieur, même si la ligne extérieure est la moins efficace dans l'absolu, eh bien ce sera peut-être celle qui sera le moins facilement piégée par la manœuvre d'un retardataire qui va se décaler pour laisser passer un adversaire. Et c'est comme ça, évidemment, à la lecture de la piste, à la lecture du trafic, qu'on arrive à faire la différence. C'est sûr que dans cet exercice, Evan Stevenard est un peu moins habitué que Raymond Narac, qui a déjà disputé de très nombreuses courses d'endurance. C'est la voiture de Didier Calmels, on en parlait tout à l'heure, qui est à droite, qui est au stand. Le numéro 30. Avec visiblement un petit problème au niveau du volant ou du commodo de commandes électriques. Attention à la compréhension, il ne l'a pas vu derrière, voilà, ça y est. Il a été prudent sur ce coup-là, Evan Stevenard, et il a pu passer. Alors c'est étonnant parce qu'hier, cette voiture était 10 km/h moins vite lors des séances de qualification, pourtant, que celle de Raymond Narac. Mais aujourd'hui, sur la ligne droite des stands, c'était 237, 247 km/h, 10 bornes d'écart entre les deux voitures. Et regardez ce paquet encore. Sublime. D'ailleurs, on est en train de, voilà, j'allais dire, de détailler la voiture de Gérard Larousse. Vous en avez parlé tout à l'heure, lui aussi, grand nom des 24 heures du Mans, président de l'association des pilotes des 24 heures, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Gérard Larousse,
toujours aussi impliqué dans la vie de l'automobile et de l'automobile classique aujourd'hui, avec une grande élégance. Et on s'en souvient à l'époque, un pilote aussi très hétéroclite qui avait brillé dans tous les types de compétitions quasiment. Tout ce qui pouvait avoir 4 roues et un moteur suffisamment puissant, il a remporté quasiment tout ce qui peut exister en termes de course, que ce soit en rallye, en endurance, en monoplace. Complètement, il avait commencé par le rallye, Gérard Larousse, et qui est double vainqueur des 24 heures, avec Alpine et avec Porsche. Il a raconté qu'en 1969, Porsche avait apporté les ailerons mobiles sur les voitures qui étaient branchés sur les barres stabilisatrices arrière des voitures, ces ailerons. Et les commissaires techniques, évidemment, les ont repérés lors des vérifications. Ils les ont refusés, ils les ont déclarés illégales en vertu du règlement de l'époque. Donc Porsche, l'équipe les avait fixés, ces ailerons. Et ça ne les a pas empêchés de disputer la course. Vous vous souvenez que Gérard Larousse, il fait partie de l'équipage de Larousse Hertmann, lorsque celui-ci termine deuxième derrière un petit jeune qui s'appelle Jackie X, à l'époque, qui le bat pour 120 mètres d'écart à l'arrivée. Attention, arrêt de Cameron. La numéro 1 qui était déjà en problème tout à l'heure. Il a piloté la 917, Gérard Larousse. Vous vous rendez compte, avec la longue queue, la 917 longue queue, il prenait à cette époque-là déjà plus de 380 km/h dans la ligne droite des Linévières. Petit écart de trajectoire là, de la part d'Evan Stevenard sur le freinage de la chicane Dunlop, et puis une petite glisse à la réaccélération aussi. On sent qu'il n'est pas en train d'amuser le terrain, le jeune pilote du Nord. Non, puis on sent qu'il faut se démener au volant oui. Pour la faire tourner la voiture. Il sait y faire, hein. Evans qui a migré aux États-Unis après avoir fait ses débuts en sport mécanique en Europe, et qui aujourd'hui, si je ne m'abuse, s'occupe d'enseigner le pilotage sur un circuit américain en Californie, si je ne m'abuse, et qui est notamment impliqué là-dedans, mais dans plein d'autres choses, car ça a toujours été un garçon très actif et très entreprenant, qui accessoirement cet hiver a retrouvé un domaine qu'il connaît bien aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et de quelle manière d'ailleurs, avec des équipes de bonne performance, on va dire. Ça passe. Bravo. Alors on va chercher un petit peu dans le peloton, et effectivement, vous le voyez, c'est confirmé. Voilà, encore gros survirage à la réaccélération. Ça se bagarre un petit peu à tous les étages, et principalement entre les Porsche 911, puisqu'elles forment 90% du plateau, on va dire, de différentes époques, de différentes cylindrées, mais toujours aussi sympa à voir. Et comme on le disait, Marc, le fait d'avoir le moteur à l'arrière avec la propulsion, ça ne facilitait pas les choses pour les pilotes. Ça la rendait très efficace quand on la connaissait, mais par contre, quand on la découvrait, c'était relativement difficile de s'adapter à cette répartition des poids et cette répartition de la puissance. Et c'est la bagarre pour la 11e position, mais vous voyez que on tente quand même de s'infiltrer au freinage ou à la réaccélération. Toujours le pare-choc arrière de cette numéro 79 qui est en train de jouer les filles de l'air. Et cette fois-ci, il s'est donné de la marge. Evan Stevenard, il a 6 secondes 7 d'avance sur Raymond Larac, lui-même étant 8 secondes devant Maurice à la 3e position. Et peut-être Marc Zibenthal qui pourrait revenir derrière, puisque à la 4e place, il a un tout petit peu plus d'une seconde, 1,3 de retard sur son devancier. Donc peut-être c'est là que ça pourrait se jouer dans les minutes qui viennent, d'autant qu'il semble un tout petit peu plus rapide en piste. Mais l'essentiel, c'est quand même le spectacle qui nous est offert, hein. On se rend compte que c'est un des points clés, cette chicane sous le pneu Dunlop, où à la fois au freinage et à la réaccélération, les voitures ont dans un premier temps tendance à se cabrer sur leur roue avant et perdre un petit peu de l'adhérence sur l'arrière. Puis dès qu'on commence à remettre la charge en sortie de courbe, eh bien c'est carrément le train arrière qui part en léger patinage et qui met la voiture à l'équerre par rapport à la trajectoire de sortie de courbe. Et oui, ça se passe bien derrière. Si jamais, on ne sait jamais, vous découvrez une Porsche aujourd'hui,
Cette 911, c'est bien à l'arrière qu'il faut aller inspecter pour voir le moteur, voir ce qu'il s'y passe. Alors une 906 ici, celle de Romain Rocher. Une Porsche 904 serait celle de Didier Cazot. Puis une 911 derrière, voilà, en quelques dizaines de mètres, hein, déjà une bonne partie de l'histoire de la marque et de différents modèles qui ont été engagés aux 24 heures du Mans et dans les courses d'endurance internationales. Ah, c'est sûr qu'à l'époque, on n'imaginait pas qu'un jour un moteur diesel serait mis sous le capot. Et un moteur hybride alors. Puis un moteur hybride, voire un moteur électrique. On n'imaginait pas, déjà on n'imaginait pas ce que serait un SUV, mais encore moins que Porsche en produirait des SUV qui assurent aujourd'hui l'essentiel de la commercialisation des produits de la marque et ses revenus bien sûr. Alors ce qui est très chouette, c'est que lorsque vous pouvez suivre sur un GPS, ce qui est notre cas dans la cabine de commentaires, la position des voitures sur le circuit, ce circuit fait quand même 13 km 6. Et il y en a partout. Il y en a partout. Et ce qui est très bien pour les spectateurs d'ailleurs, qui ne s'ennuient pas, parce que au lieu de voir passer un bloc compact de 35 voitures et puis d'attendre pendant 2 minutes ensuite de revoir les voitures, ben ils ont un spectacle permanent sous les yeux. Encore une fois, c'est mieux qu'un musée parce que ça bouge. C'est un musée qui roule, en effet. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. On les entend. On les entend, on les voit, on les sent même, parce que les odeurs de carburant, les odeurs de lubrifiant de cette époque ne sont pas les mêmes que les odeurs modernes. Les produits, les composants ne sont pas les mêmes. Et donc, eh bien, on parle souvent de la fameuse odeur, mais pour des voitures plus anciennes, de l'huile de ricin, par exemple. Eh bien là, on est en plein dedans, avec des carburants différents, avec des odeurs mécaniques, des bruits mécaniques différents également. Et c'est ce qui fait toute la poésie de ces voitures. Alors, effectivement, on pourra dire que ce n'est plus de cette époque, mais il faut quand même savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et on vient de là, on vient de ces voitures. Donc, elles sont à respecter et à apprécier à leur juste valeur. Ça, c'est une lutte pour la 25e position sur le circuit, avec la numéro 15 pilotée par Philippe Decrène, qui vient de s'imposer à l'instant à la 45 de Lars Rollner, un Danois qui est là. Un Danois fan peut-être de Tom Christensen. Lui, il est au volant d'une 911 2 litres de 1965. Cette numéro 45. Les deux voitures ont les mêmes spécifications techniques et datent de la même année. L'un a pu repartir tout à l'heure. On va arrêter les frais, je pense. On va la ranger gentiment dans les stands pour ne pas risquer de l'endommager plus. Ah, pareil pour la 79 qui rentre au stand avec toujours le capot, le pare-choc arrière qui menace de se détacher, mais qui est resté là jusqu'au bout. On va peut-être pour le coup l'enlever et relancer la voiture. Pendant qu'on suit cette actualité, il faut vous préciser qu'en tête de course, ça ne bouge pas, les écarts sont relativement stables. Il y a toujours une douzaine de secondes entre Even Stevenard en tête et Raymond Narac à la deuxième place. Un écart gérable aussi avec le troisième Maxence Maurice de 7 secondes. Et puis toujours derrière cette seconde et demie entre Maurice et De Ziebenthal pour la quatrième place, qui pourrait devenir un petit peu le nœud de la compétition dans les dernières minutes de course, où on peut imaginer que Maxence Maurice et De Ziebenthal pourraient assez rapidement venir en confrontation directe pour se battre pour une marche sur le podium. Alors, est-ce qu'il peut repartir le Français Serge Cozzolino? Visiblement, il y a beaucoup d'essence dans les cylindres et beaucoup de gaz non brûlé qui s'échappent de ces échappements et qui se mettent en feu en contact de la chaleur sur cette 914, mais ça a l'air d'être fortement compromis pour lui. On est dans l'S Porsche, il me semble. Absolument. Avec un drapeau jaune sur la zone 31 du circuit, précisément où la voiture est arrêtée. Alors maintenant, c'est carrément un cavalier seul, Stevenard, qui a su gérer son attaque, qui est resté un petit peu prudent au début de course, qui maintenant peut-être a un peu plus la voiture en main et qui s'évade tranquillement, même si c'est une association un peu hasardeuse. Mais 15 secondes, il prend quasiment
2-3 secondes au tour régulièrement depuis le départ de cette épreuve. Alors attention parce qu'on installe une slow zone maintenant. Précisément dans les sports. Gros contact pour, semble-t-il, Maxence Maurice, qui disputait la 3e place tout à l'heure. Non, en tout cas, une roue. Oui, c'est lui, c'est Maxence Maurice, absolument. Mais c'est peut-être pas une roue qui vient de voilà, s'agit-il d'un pneu de protection. Oui, c'est ça. En revanche, l'arrière gauche a été quand même bien abîmé sur ce contact. Oui, bah, c'est terminé pour lui. A priori, il est allé se ranger de l'autre côté du rail de sécurité. C'est dommage parce que c'était une place sur le podium possible et une bagarre pour nous possible. Maintenant, Marc Ziebenthal, il est un peu seul en 3e position. On ne sera pas en mesure de remonter sur Raymond Narac, le 2e. On a évoqué tout à l'heure le dress code du Mans Classique. Vous venez d'en avoir une illustration à l'exemple. Et voici notre petite numéro 1, cette 550 Little MK3 qu'on a suivi tout à l'heure et qui connaît peut-être également des problèmes de surchauffe. Capot moteur ouvert. On va regarder ce qui se passe également du côté de l'avant. Elle perd pas mal de temps au stand. Cette voiture, il y a 2 zones 1, donc pour l'instant sous drapeau jaune sur le circuit. C'est un modèle unique, cette voiture. Sur la base d'une classique Porsche 550. Et ça glisse pour Evan Stevenard. Et ça glisse. Ça glisse au pays des merveilles. Ah oui. Il a creusé un écart vraiment conséquent tour après tour. Maintenant, 27 secondes d'avance sur Raymond Narac. Et il peut aborder la ligne droite tranquille. Il y a du monde devant lui, mais quand même à quelques centaines de mètres. Il va les rattraper sous peu. Voici ce qui est une slow zone, donc avec les feux clignotant en jaune, double drapeau jaune et la vitesse maximale de 80 km/h à respecter. Donc de Mulsanne désormais à la sortie des S-Porsche, on est en slow zone. Ce qui arrangerait plutôt les affaires de Evan Stevenard en tête qui donc n'a pas trop besoin de surveiller dans ses rétroviseurs le retour éventuel de ses adversaires, en tout cas dans cette portion du circuit. Ça va lui permettre de profiter du paysage aussi, parce que ça fait partie du plaisir de participer au Mans Classique, profiter de ces instants. On le répète, Marc, la piste dans son développement complet n'est ouverte qu'à l'occasion des 24 heures du Mans Auto et du Mans Classique. Le reste du temps, on court sur le circuit Bugatti. Et donc, c'est exceptionnel pour tous ces pilotes passionnés d'historique, passionnés d'automobile, de pouvoir s'exprimer sur ce circuit. Et ça, c'est pas exceptionnel aussi. Ils sont plusieurs à survoler le circuit toute la journée avec des anciens avions qui font aussi un bruit absolument magique lorsqu'ils passent au-dessus de la piste ou à côté. C'est somptueux, hein. Franchement, tout ce qu'on peut voir dans ce Mans Classique autour de la piste, dans le paddock, encore une fois, il faut que vous voyez ça une fois au moins. Mais si vous venez une fois, vous reviendrez. Parce que forcément, vous n'aurez pas le temps de tout voir. C'est obligé. Il y a tellement de choses à voir. Donc vous vous direz, 2 ans après, j'y retourne. On veut rapidement le passage au stand de Romain Rocher aussi avec une Porsche 906. Puis on est dans cette slow zone où la vitesse est limitée pour tous les concurrents afin de permettre au commissaire d'intervenir sans pourtant on va dire couper la compétition, même si elle est neutralisée pendant quelques kilomètres. Ça va peut-être être un petit peu plus long encore parce qu'ici c'est une Porsche 356 qui est peut-être en train de déclarer forfait. Du haut de ses 60 ans. Le Français Gilles Morel à son volant. À la poussette. Merci messieurs les commissaires. Alors qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire là? Vraisemblablement à la sortir simplement. La protéger derrière le rail. Evan Stevenard dans la partie neutralisée du circuit.
qui à la sortie du virage Porsche va pouvoir réattaquer puisque c'est drapeau vert. On vient d'enlever désormais la slow zone. Attention dans le trafic. Voilà, tout à l'heure on a vu que la voiture était quand même moins agile que les petites 911. Et prudemment il a attendu de sortir du virage pour en passer deux d'un coup à la réaccélération. Serflex et Chatterton font plus que force ni que rage en matière de course historique. Et c'est vrai que la petite papate est souvent la solution miracle pour régler les petits problèmes de santé de ces vénérables mamies. En l'occurrence, voilà qui est fait. Ça va peut-être permettre à la numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure en perdition, avec un petit problème technique pour Cameron Healy, de repartir en course. Des pneus prêts par précaution peut-être. On a vu ce matin dans la course de groupe C notamment plusieurs crevaisons. Alors certes les contraintes sur les pneus de ces voitures sont totalement différentes. Néanmoins, peut-être qu'avec les graviers qui ont été rapportés sur la piste ou avec des excursions hors piste de certains des pilotes, il faut craindre des crevaisons. Donc on prépare des pneumatiques, on verra bien. Et c'est vrai que malgré les interventions judicieuses des quelques 900 commissaires qui sont autour du circuit, il peut rester ça et là des débris qui viennent entailler les pneumatiques des voitures. Mais c'est plus une option conservatrice, on va dire, qu'un véritable besoin de changer les pneus pour la performance. Marc, on peut quand même le préciser. Patrice Campillo. Il y a beaucoup de Français qui sont engagés dans cette Porsche Classic Race Le Mans aujourd'hui. Sous le pneu Dunlop, le numéro 43 de Philippe Goutard. Philippe Goutard, oui, qui est en perdition. Beaucoup de Français, même si Marc, c'est vrai que une trentaine de nations sont représentées sur la liste des engagés du Mans Classique. C'est impressionnant. On dit souvent que les 24 heures du Mans, c'est la plus grande course britannique. Parce que beaucoup d'Anglais viennent voir cette épreuve, ils ont un attachement particulier. Mais on peut noter également une forte présence britannique et pan-européenne sur le Mans Classique, avec, on les citait tout à l'heure, les Danois notamment qui viennent nombreux. Et puis on a de plus en plus de participation de la part des Européens du Sud, des Espagnols, des Italiens qui remontent aussi avec des belles voitures, notamment des Lancia, des Ferrari, pour animer les pelotons des plateaux du Mans Classique qu'on va pouvoir détailler dans les heures qui viennent. Restez donc avec nous, ou venez carrément pour profiter du spectacle. Bien sûr. Oui, là on a, si on prend la liste de départ des pilotes de cette catégorie, nous avons américains, canadiens, allemands, britanniques, monégasques, français, brésiliens, avec Franco Pedrazzi, autrichien, belge, italien, écossais, Sandy Watson qui était au départ. Effectivement beaucoup de Français, Suisses également, Néerlandais, Danois, on l'a vu tout à l'heure avec Rals Rollner, Colombiens. Ils sont plusieurs Colombiens au départ. Et de nouveau un capot soulevé. Et de nouveau, comment vous avez dit tout à l'heure, un petit coup de chaleur. Serflex, Rilsan. Serflex et Chatterton. Chatterton. Feu Chatterton même peut-être. Dans certains cas malheureusement. Il y a encore une sortie pour une 356 là, dont il manque le capot arrière, à moins que ce soit une 911, mais justement l'absence de capot arrière fait que... Oui, c'est une 911. C'est pas l'absence, c'est que... Si, ils ont préféré enlever pour mieux aérer le compartiment moteur, ils ont préféré enlever le capot arrière. Alexis Raoult qui est sorti du bac et qui a réussi à récupérer sa voiture. À chaud a priori quand même, un peu partout. Ouais. C'est le cas de la voiture d'Alexis de Beaumont avec son moteur 3 litres de 1974. Combien elle a eu de vie cette Porsche 911, Fred? Comme les chats, plusieurs, parce que quand vous regardez l'évolution depuis les origines jusqu'à aujourd'hui et le génie qu'a pu avoir Porsche de réussir à maintenir la ligne de cette voiture tout en la modernisant au fur et à mesure, c'est vrai que dans ces différentes déclinaisons, elle a eu 1000 vies cette Porsche 911. Au moins, elle a couru en circuit. Elle est née en 63, on vous le rappelle, d'abord, cette voiture.
Elle a fait un triplé aux 24 heures du Mans en 1979, à l'époque, en GT. On l'a retrouvée dans pas mal de séries GT, le BPR, évidemment créé notamment par Patrick Peter, le P du BPR. Le B, c'était Jürgen Barth et le R, Stéphane Rattel. On l'a vu au Dakar, on l'a vu en rallye, on l'a vu absolument partout. Et elle s'est imposée absolument partout. Et elle fait rêver partout. Ah, eh bien, il y a des pénalités qui tombent dans cette course de Porsche classique. Deux voitures, les 70 et 42 qui C'est prennent 2 Raymond Narac minutes de pénalité. La 70, Oui, c'est Raymond absolument. Narac qui a pris 2 minutes de pénalité. A priori donc pour on peut penser à un excès de vitesse dans la slow zone. Probablement. Est-ce possible? Ainsi que la 42 qui occupe la 6e position. Voilà, qui redistribue un petit peu les cartes, parce que ça signifie que Marc de Ziebenthal, qui est en train de revenir sur Narac, puisqu'il n'y avait plus qu'une demi-seconde entre les deux voitures, eh bien, il n'aura même pas besoin de se bagarrer s'il est informé de cette pénalité, dans la mesure où Raymond Narac va forcément dégringoler au classement à l'issue de cette pénalisation. C'est lui, c'est le numéro 70 là, qui fait l'extérieur, Raymond Narac. Alors pour lui, l'enjeu maintenant, c'est quand même de rouler vite malgré cette pénalité pour sauver la 3e place. Parce qu'il a 25 secondes d'avance sur... non, il va perdre sa 3e place également. Ah oui, il va dégringoler du podium si ces 2 minutes sont confirmées. Il devrait descendre au moins jusqu'à la 10e position, puisque le 10e est à 2 minutes 32 du leader, le 9e à 1 minute 51. Donc si on rajoute 2 minutes au temps final de Raymond Narac, oui, ça va être dur à admettre pour le pilote de Rouen, qui est plutôt tendance à bien aimer la performance. Et il est en train de le démontrer. De nos jours, on sortirait déjà les acquisitions de données, les datas, on les transférerait à la direction de course en disant mais pas du tout, où est-ce que sous la slow jaune j'ai été trop vite. Vérifions tout ça. Contestons cette pénalité. Regardez, il exploite toutes les failles, toutes les possibilités pour glisser sa 911. Raymond Narac, certes pour l'instant il est à moins de 30 secondes d'Evan Stevenard, mais si la pénalité venait à être confirmée, effectivement, il sera 9e ou 10e à l'arrivée de cette course, dont le 7e est Gérard Larousse, qui se bagarre avec la voiture de Casio en ce moment. Il y a 3 dixièmes d'écart entre les deux voitures en lutte donc pour la 7e position. Ouh, ça danse, et ça tourne, ça va. Voilà, on vous a dit qu'il y avait des voitures absolument sur l'ensemble du circuit. Démonstration ici avec la bagarre pour la 51e position. Avec 3 dixièmes d'écart, là encore. Et quand même un pilote de 356 qui réussit à tenir la dragée haute. Un pilote de 911 2 litres qui est un petit peu plus jeune quand même. Ça prouve bien que on va chercher la performance, dans l'esprit en tout cas, même si on ne va pas se mettre en danger, ni soi-même ni la voiture pour ça. L'esprit de compétition est bien là. Alors, cette 73 numéro rouge, pour l'instant, elle occupe sur la piste la 4e place. Mais si la pénalité de Narac est confirmée, il se retrouvera sur le podium. Camilo Stollier, de Colombie. Mais il n'est pas venu pour rien s'il termine sur le podium de cette course de Porsche. De temps en temps, lorsqu'on peut voir les voitures qui sont dépassées ou les apprécier, les suivre sur la piste, on retrouve certaines couleurs historiques qu'on a vues tout au long de l'histoire de Porsche aux 24 heures du Mans. Porsche n'a raté aucune édition des 24 heures depuis 1951, quand même. Et si vous venez ici, ne manquez surtout pas l'exposition Porsche qui est à l'intérieur du village. Ces voitures et d'autres, vous les retrouverez
pourrait retracer 70 ans d'histoire, vous faire plaisir. Les sentir lorsque vous rejoignez un paddock, que rejoignent précisément les voitures qui viennent de courir, qui quittent la piste, vous en avez plein les narines. On parlait tout à l'heure de l'huile de ricin, il y a les pneus, il y a les freins, il y a le carburant. Il y a les fuites. Les fuites aussi, hein, qui apportent aussi une odeur particulière aux voitures, parce que les joints ne sont pas obligatoirement parfaits avec les années qui ont passé. On droit sans doute à une petite figure de la part de cette 911. Fort heureusement sans dommage. Voilà, petit tour et puis pas de contact avec le rail de sécurité, donc ça permet de repartir. On s'étant fait une grosse chaleur, on aura des choses à raconter lundi en rentrant au bureau. Evan Stevenard, lui, sans doute aura aussi des choses à raconter, mais c'est quand même relativement calme sa course, hein, depuis la fin du premier tour où Raymond Narac résistait à ses premières attaques et tentait dans les portions un petit peu plus sinueuses de faire parler le châssis de la 911. Et bien là, pour Evan Stevenard, maintenant, depuis quelques tours, ouais, toujours dans ces endroits-là, on a l'impression que dès qu'il pose le pied sur la pédale de frein ou sur la pédale d'accélérateur, la 908 ne demande qu'une seule chose, se dérober de l'arrière. Échapper au contrôle de son pilote. Mais il a précisément un très bon car contrôle, Evan Stevenard. En faisant cracher toute la puissance, ou presque, du 8 cylindres à plat de sa voiture, lui qui a signé le meilleur tour en course, bien évidemment. 4 minutes 42 secondes 960 millième, voilà, soyons précis, 4,42 960 au 5e tour, il est dans son 9e tour. Il reste un petit peu plus de 4 minutes, donc on peut imaginer que lorsqu'il franchira la ligne la prochaine fois, on verra s'afficher la slap en haut de nos écrans. Ouais. Le programme de l'après-midi, on vous le rappelle, juste après ça, il y aura ce qu'on appelle Little Big Man, c'est-à-dire des enfants de 7 à 12 ans qui roulent avec des répliques, des petites répliques des voitures de compétition des 24 heures du Mans. Alors, ils ne prennent pas le grand circuit, heureusement. Regardez ça, l'ambiance dans le oui, c'est vrai que même les gendarmes, ce sont des vrais gendarmes, mais qui sont en costume d'époque et avec les véhicules d'époque. D'ailleurs, on retrouve souvent certains motards de la garde républicaine qui nous accompagnent aussi sur le Tour Auto, qui sont présents dans le classique, mais eux aussi sont de vrais passionnés. Il faut leur rendre hommage d'ailleurs, car dans certains cas, je pense par exemple à des rapatriements d'images, des choses comme ça, eh bien, ils se dévouent totalement à la cause pour que tout soit fait en temps et en heure, et pour permettre aux concurrents, aux chaînes de télévision de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et de rouler. Et de rouler dans les meilleures conditions de sécurité également, oui. Je viens de regarder Gérard Larousse passer devant nous, devant notre cabine de commentaires. Respect, hein, franchement. Un style coulé, une voiture parfaitement maîtrisée. C'est pas brusque, c'est beau, c'est rapide. Il est toujours à la 7e position et il a collé 4 secondes maintenant. Le voici, Gérard Larousse. Il était talonné à 3/10 de seconde par la Caso juste derrière. Désormais, il a pris 4 secondes d'avance. Franchement, respect. Il a gagné 3 fois, hein, 2 fois en tant que pilote, 1 fois en tant que team manager, c'est ce qu'il a coutume de dire. De toute façon, ces hommes-là, dès qu'il y a un volant, une voiture, un beau circuit. C'est comme le vélo, dit-on, ça ne s'oublie pas, et quoi qu'il arrive, le sens de la compétition passe par-dessus tout. Alors c'est vrai que, comme tout le monde, on vieillit, les années passent, mais cette acuité, cette lecture de la piste, ces réflexes, ce sens du pilotage, eh bien, les pilotes ne le perdent jamais. Hein. C'est une ST 2,5 litres de 1970 au volant de laquelle il se trouve, Gérard Larousse. Evan Stevenard. Alors est-ce qu'il va calculer? Non, il va devoir faire un tour supplémentaire. Il va devoir faire un tour. Absolument. Il est en train de finir son avant-dernier tour.
À moins qu'il ralentisse vraiment énormément, mais il faudrait qu'il mette un gros coup de frein et qu'il attende longtemps sur la ligne d'arrivée. Attention, il y a de nouveau un drapeau jaune dans les S-Porsche. Les bien nommés. Virage retouché pour cette édition 2018 des 24 heures du Mans. On voit vraiment la glisse sur cette voiture dans cette portion ultra rapide du circuit. Là, il faut vraiment avoir du courage, comme le dit Romain Dumas avec ses ancêtres, pour garder. D'ailleurs, c'est peut-être la seule solution pour les garder en bonne forme, garder le pied sur l'accélérateur, parce qu'on les pilote à l'accélérateur un petit peu ces voitures dans ces portions de circuit où ça survire beaucoup. Regardez, il va passer sous le drapeau, enfin non, pas sous le drapeau précisément, sur la ligne. À quoi, 50 secondes, 49 secondes. Et du coup, il doit entamer un dernier tour. Dernier tour pour Evan Silva. Et il vient de signer à l'instant, sous vos yeux, avec cette belle attaque, un nouveau meilleur tour en 4 minutes 40 secondes, 769, 2 secondes plus vite que tout à l'heure. Et pendant ce temps, on organise. Voilà. Parce que Patrick Peter, qui est le promoteur et l'organisateur, le co-organisateur de cet événement avec Pierre Fillon et l'Automobile Club de l'Ouest, eh bien, il est en permanence sur la brèche pendant ce long week-end du Mans Classique pour faire en sorte que tout soit parfait, à la fois pour les concurrents, à la fois pour le public. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que on notait hier et ce matin dans nos commentaires que tout était historique autour du circuit, les navettes, les véhicules d'organisation. Malheureusement, ça va être côté moteur que ça va se passer pour la 911. C'est la 39, c'est bien la 39. Oui, c'est bien la 39. C'est bien Gérard. Malheureusement Gérard Larousse. Pof. Et ça, c'est un moteur. Eh ben, on louait son style de pilotage il y a 2 minutes et le soin qu'il prenait de sa mécanique. Malheureusement, voilà, intelligemment. Malgré tout le soin. Ouais. Ah, quel dommage. Personnage historique de ces 24 heures. L'un des 10 vainqueurs d'ailleurs. 24 heures du Mans a participé à ce Le Mans Classique ce week-end. Et donc il renonce dans ce qui est le dernier tour du leader Evan Stevenard. Une voiture également arrêtée sur le côté gauche. Justement, j'allais dire qu'il est dans une zone neutralisée a priori sous drapeau jaune à cause de ces incidents en piste, alors qu'on voit le Little Big Man qui se prépare en pré-grille, mais cette fois me semble-t-il sous le module sportif. La tête à queue de la numéro 58 ici. Olivier Barret. Alors il est parti tout seul. Est-ce que c'est sur l'huile? Parce qu'on voit le drapeau rayé rouge et jaune. Fort, il a bien abîmé sa voiture. C'est peut-être l'huile de Gérard Larousse. On ne sait jamais. En tout cas, la réaccélération. La voiture a échappé au contrôle de son pilote. Evan Stevenard, lui, vous avez vu qu'effectivement, il a respecté vraiment scrupuleusement la slow zone, la portion neutralisée. Il n'a pas attaqué. Il est très prudent. Là, encore une fois, il évite les voitures. Il attend passe au large, du virage pour passer au large. Il n'attaque pas avant au freinage. Ça n'a aucun intérêt de venir les piquer là. Et attention, on rentre dans la slow zone. Vous voyez le panneau lumineux jaune, les doubles drapeaux jaunes agités. Les drapeaux qui indiquent que la piste est glissante. La voiture d'Olivier Barret qui est dans le rail. Et attention donc peut-être à une piste un petit peu délicate à négocier pour ce dernier tour. On a vu que la 908 avait une certaine facilité à se dandiner sur ses roues arrière. Si la piste est glissante, ça peut vraiment être problématique pour le pilote, et donc il va falloir être prudent. Elle cherche un peu la piste, la voiture. Et puis on sent, on a vécu le rétrogradage. Voilà, exactement. Evans. Sur la portion du circuit Bugatti avec ici Maison Blanche et puis dans un instant les S Porsche et une
Porsche 908 qui a mené de bout en bout, en train de boucler son 11e tour de course. Devant donc sur la piste Raymond Narac et sa Porsche 911 qui a priori seront frappés par une pénalité, c'est-à-dire 2 minutes qui seront ajoutées à son temps final, ce qui va le placer sans doute en 5e ou 6e position, peut-être même 7e position au final. Donc Marc de Ziebenthal avec une 911 numéro 74 devrait récupérer la 2e place. Oh, il se fait plaisir jusqu'au bout, Evan Stevenard, dans son dernier passage, la dernière accélération sur la ligne droite au raccordement. Voilà, il est passé sous le drapeau damier, 11 tours, 45 minutes après un début de course sous safety car. Et la victoire donc pour cette numéro 5, cette 908 LH de 1968. 50 ans, toutes ses dents de pignon. Et elle s'impose. Il ouvre sa portière, Evans, ça va rafraîchir, s'il peut la maintenir ouverte, le cockpit du pilote. La climatisation des années 60. Exactement. Alors, attention, les commissaires qui sont là. Pierre Fillon également qui rejoint donc Patrick Péter. Peut-être pour donner le départ du Little Big Man dans quelques minutes. Vous les avez aperçus, les enfants, au volant de leur petite réplique. On verra ça effectivement sous peu. Alors ça peut à la fois servir de climatisation et aussi d'aérofrein d'ouvrir la portière. Le tour d'honneur de cette Porsche 908. Gros programme aujourd'hui encore, donc le plateau 1 bientôt pour les voitures de 1923 à 1939. Ça c'est sur le coup des, voyons, réglons nos montres, sur le coup des 4 heures de l'après-midi. Vous verrez des Bugatti, à cette époque-là il y avait Bugatti, Talbot, de la Bentley. Alpha, Bentley bien sûr. Regardez ça, mais on rêverait tous d'être à leur place, d'avoir entre 7 et 12 ans et de récupérer leur voiture. Ah, Paul Daniels, décidément. Plus de pare-choc. Il va pas finir la course, quel dommage. Raymond Narac ici. Ah oui, c'est parce qu'on est en train de faire rentrer les voitures par le virage de la Chapelle vers leur paddock. On a été assez surpris de voir 2 Porsche évoluer dans 2 directions différentes, mais c'est pour cette raison. C'était pour l'évacuation de la piste parce que ça enchaîne dans quelques minutes. Rendez-vous compte quand même qu'Evan Stevenard a dû couper la ligne maintenant il y a 2 minutes 30 et que seulement les 5 premiers ont coupé la ligne d'arrivée pour l'instant. Il reste 70% du plateau en piste encore en course.
pour les plus belles images de cette épreuve qui marque les 70 ans de Porsche et le classement final de cette course avec la victoire sur la Porsche 908 d'Even Stevenard devant donc Raymond Narac. Mais rappelons-le, une pénalité lui sera infligée un peu plus tard pour une violation, on va dire, de